Jean-Marie Guyot, esquisse d'une morale sans obligation ni sanction. Présentation. Voici donc une nouvelle édition de l'esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, l'ouvrage le plus connu de Jean-Marie Guyot, 1854-1888. Philosophe français somme toute peu étudié, peu cité et probablement peu lu. Fallait-il alors vouloir cette publication aujourd'hui, et pourquoi donc? Quelques raisons en effet, dont aucune n'est moindre, s'y opposer. En premier lieu, chacun doit savoir que ce texte n'est pas indisponible, bien représenté dans les bibliothèques, puisqu'il a été des années de début du XXe siècle durant un classique de la philosophie morale. Il est aussi l'un des titres au catalogue de la magnifique collection que les éditions Fayard, sous la direction de Michel Serres, ont consacrée à la philosophie française. Le chercheur peut donc accéder à la proposition morale de Guyot. Il peut néanmoins lui manquer le moyen de mesurer l'écart entre sa première formulation, l'édition de 1885, et le texte tenu pour définitif, publié en 1890 par Alfred Fouillé, beau-père de Guyot, d'après les corrections prévues par l'auteur avant sa mort prématurée. Nous avons voulu fournir ce moyen parce qu'il permet de saisir en quelque sorte sur le vif la réflexion d'un philosophe sur sa philosophie et l'affermissement de certaines de ses thèses, l'affaiblissement de certaines autres, en bref, l'intelligence d'une reprise. Cela est beau, nous dira-t-on, mais ne change rien à l'affaire principale. L'esquisse est un texte bien aimable, mais également bien vieux texte d'un vieux français, œuvre qui a bien ou plutôt mal vieilli et qui n'a guère d'intérêt qu'historique, témoignage d'un temps décidément révolu. L'intérêt historique n'est pas discutable, car ce petit livre audacieux est placé au croisement des questions qui agitent la communauté scientifique de cette fin du XIXe siècle, les plus récentes étant posées par la théorie de l'évolution. La morphologie générale est comparée et l'ensemble des observations, expérimentations thérapeutiques, théories étroitement ou mollement liées à l'expérience, par lesquelles la psychologie se renouvelle profondément. Auteur à 19 ans d'un mémoire dans lequel il manifeste sa maîtrise des textes anglais, parmi lesquels ceux des évolutionnistes, familier des travaux de Charcot, de Richer, mais aussi de la volumineuse philosophie des Unbewussten, philosophie de l'inconscient de Hartmann en 1869. Guyot appartient pleinement à ce moment de remise en cause, encore modéré du positivisme, comme en témoigne ce que nous pouvons tenir pour sa philosophie de l'histoire, la grande irréligion de l'avenir, 1887, mais aussi cette esquisse. N'écrit-il pas que l'on ne peut tout attendre d'une morale scientifique? Il faut qu'elle consente à dire avec franchise, dans tel cas, je ne puis rien vous prescrire impérativement au nom du devoir. Plus d'obligation alors, ni de sanction. Plus de sanctions, la devise participe du titre accrocheur de l'ouvrage qui sur ce point encore témoigne précieusement. Le chapitre consacré au problème moral des peines et des récompenses est en effet directement issu d'un article de Guyot publié en 1883 dans la revue philosophique. Article qui soutient assez largement les pénalistes italiens Lombroso, Garofalo et Ferri, dont le déterminisme est très contesté en France et montre quelle combinaison de théories psychologiques, d'irréligion, de républicanisme et même de kantisme a permis la conception d'une philosophie pénale de la défense sociale dont l'esquisse présente l'un des grands textes. L'analyse de Guyot dénoue les liens qui semblent attacher la moralité ou l'immoralité et sa sanction de quelque nature qu'elle soit. La réponse directe au mal commis ne peut alors avoir d'autre motif que de défense. Cela n'exclut pas les actions indirectes destinées à permettre l'amélioration telle que celle mise en œuvre à l'école. Le lecteur y remarquera notamment au chapitre 2 l'enquête généalogique menée sur le préjugé voulant punir. Pourquoi ce sentiment tenace, ce besoin persistant d'une sanction chez l'être sociable, cette impossibilité psychologique de rester sur l'idée du mal impuni? On nous aura compris, à ces motifs, nous pouvons donc ajouter celui de reconnaître chez Guyot, et particulièrement dans son esquisse, une forme de philosophie morale et de philosophie de la morale, qui s'est développée après lui, et notamment pas seulement chez ses lecteurs les plus célèbres. À dire vrai, il ne cherche ni plus ni moins que ce que cherchaient avant lui les utilitaristes, ou encore Comte et ses disciples, une manière de conciliation entre l'égoïsme et l'altruisme.
La différence est que d'une part, il connaît très bien et prend très au sérieux son Kant et ce fait considère que l'histoire de la philosophie morale n'a jamais été qu'une lutte entre héritiers des épicuriens, les utilitaristes étant les derniers, et descendants des stoïciens, les néo-kantiens notamment. D'autre part, les découvertes scientifiques récentes, celles-là que nous avons évoquées, changent pour lui les données. Par conséquent, ce livre témoigne pour l'historien de la philosophie d'un déplacement des questions morales telles qu'elles étaient posées dans les théories impératives du bien propre au XIXe, car vers un cadre nouveau défini par l'apparition de l'histoire et de l'infraconscient sur la scène de la pensée. Ce cadre est celui d'une philosophie de la vie que l'on peut apparenter d'un côté au monisme d'un Spinoza, d'un autre à Nietzsche, Freud ou Bergson. Nietzsche a lu et a noté l'esquisse et l'irréligion de l'avenir. Toutes ces raisons nous disent bien l'utilité de lire Guyot, pour d'autres que lui et pour comprendre des temps révolus. Et s'il est dans ces temps passés de grande philosophie qui nous inspirent encore, des classiques qui nous sont tellement précieux, c'est peut-être qu'écrites en des époques et des lieux bien lointains, elles ont su échapper pour une grande part à l'emprise des circonstances, s'élever au rang de classiques que l'esquisse n'aura pu tenir qu'un temps, le temps où la langue qui est la sienne valait encore. Faute d'avoir su en parler une autre, l'œuvre de Guyot n'aurait alors au bout du compte que l'intérêt d'un vestige. Une réception française du darwinisme, de l'école pénale italienne, un spinozien du XIXe, une lecture de Nietzsche. Il est vrai que l'esquisse d'une morale sans obligation ni sanction n'est pas un livre facile à comprendre aujourd'hui. C'est pourtant un ouvrage destiné au grand public, distingué dans la production guyalsienne du fameux mémoire de 1873 publié en 2 volumes d'histoire de la philosophie, La morale d'Épicure, 1878, et La morale anglaise contemporaine, 1879, des études d'esthétique. Les problèmes de l'esthétique contemporaine, 1884, et l'art au point de vue sociologique, posthume, 1889. De la volumineuse étude savante et ambitieuse. L'irréligion de l'avenir, 1887, ou même de la discussion de l'hérédité psychologique de Théodule Ribot, paru en 1873, à laquelle répond donc Éducation et hérédité, publication posthume de 1889. Guyot est un auteur d'articles dont beaucoup ont préparé ses ouvrages, et il sait s'adresser aux membres de la communauté philosophique. Dans ce registre, nous pouvons encore compter comme gros articles La genèse de l'idée de temps, publiée par Fouillé en 1890. Par ailleurs, le philosophe est aussi un pédagogue, éditeur de manuels de lecture, maintes fois réédité jusqu'à mériter le nom de méthode Guyot, et de classiques de philosophie à destination des élèves de lycée, Épictète, Cicéron, Montaigne, Pascal. L'esquisse n'appartient à aucun de tous ces genres, il s'agit pourtant de l'ouvrage le plus personnel où Guyot promet une théorie morale globale. Il s'agit encore du seul dont il prépare une version corrigée en sachant affaibli. Il s'agit surtout de l'ouvrage central si nous en croyons ce qu'il a préalablement écrit de la question morale. Si selon la parole antique c'est un art et le plus beau de tous que la vertu et la beauté morale, on peut vraiment dire que c'est de cet art, en un certain sens, qu'il ajoute à la nature, la volonté intelligente et aimante, inépuisable source, introduit dans le monde quelque chose de nouveau, tandis que l'art inférieur y met des formes nouvelles, l'art supérieur et moral, la bonté y ajoute sans cesse des pensées, des volontés nouvelles, et par là providence humaine. Il refait et crée sans cesse une plus parfaite nature. Soit la morale se place au centre de la philosophie selon Guyot, et l'esquisse, croyons-nous, au centre de son œuvre. Et pourtant, comme cette manière de faire, souvent ampoulée, allégorique, fourrée d'exemples naïfs, nous paraît étrangère, et vaut-elle mieux par sa matière, par ce vitalisme et ses présupposés, la transmission héréditaire des caractères acquis, la hiérarchie des civilisations, l'inégalité morale des classes, des peuples, des âges et des sexes? Vaut-elle mieux par la morale du sacrifice et du libre choix d'un idéal qui vient compléter cette première partie prétendue scientifique? Vaut-elle par les critiques souvent courtes, parfois inexactes qu'elle oppose à la métaphysique ou à la certitude pratique? Le lecteur trouvera dans ce livre quelques occasions de s'offusquer, de sourire aussi, de se désoler. Oui, tout est peut-être dit, malgré lui, par Guyot qualifiant sa morale de moyenne. Cela est vrai, mais il y a dans ce texte autre chose qui se place dans l'écart entre le titre qui promet tant une morale sans obligation ni sanction et le contenu qui déçoit souvent. Cette autre chose, il ne faudrait
pas la manquer. La lecture du titre de l'ouvrage laisse espérer en effet une morale nouvelle qui, sans brader la question morale proprement dite, car il n'y a pas d'immoralité de l'avenir, se présente toutefois en rupture avec d'autres thèses pour ce qu'elle prévoyait d'obligations et de sanctions. La première partie laisse alors entendre que ces morales sont celles du dogmatisme métaphysique et celles de la certitude pratique du doute et de la foi. Guyot, s'attachant à montrer d'une manière qui rappelle en plusieurs endroits l'analyse kantienne des antinomies, que les hypothèses concurrentes de philosophie de la nature et de philosophie transcendantale, nous regroupons dans l'un et l'autre cas, ne permettent pas de fonder la morale. C'est donc un fondement nouveau qu'il cherche à la vérité, non pas tant au-delà de ces hypothèses infécondes, selon lui, que dans l'intention de dépasser l'antagonisme perpétuel de la philosophie morale, l'opposition entre le stoïcisme et l'épicurisme qui se trouve exacerbée et donc en passe de disparaître dans la contradiction de l'utilitarisme et du kantisme. Sur cette base, Guyot déclare même dans la morale anglaise: il y aurait une seconde critique de la raison pratique à faire en se plaçant à un point de vue nouveau. Sans aboutir à aucune des conclusions dogmatiques de Kant et en adoptant toutes les données des sciences contemporaines, on pourrait montrer que ces données sont pratiquement insuffisantes tant qu'il reste pour notre esprit un inconnaissable quelconque. Une morale naturaliste prenant comme fondement la vie, et plus précisément la vie des instincts, doit dépasser en les réconciliant ces deux aboutissements de l'histoire agonistique des théories éthiques. Dès lors, le texte de Guyot prend une autre dimension, dans la mesure où le darwinisme et la psychologie des profondeurs naissantes lui servent de référence. Il constitue l'une des premières éthiques évolutionnistes, et de l'inconscient, la proposition qu'il contient est faite à l'homme, blessé dans son narcissisme par des hypothèses nouvelles, radicales et aussi révolutionnaires que l'était en son temps celle de l'héliocentrisme. Mais ce faisant, il entend aussi concilier les contraires et surmonter les antagonismes. Une morale des instincts remonte plus haut que le plaisir même, critère des utilitaristes. Elle fournit au sentiment d'obligation impérative son explication naturelle, n'en déplaise aux kantiens et n'en démente leur postulat. Aussi bien devons-nous dire que cette proposition vaut comme théorie de l'obligation, mais de l'obligation naturelle de ce qui, dans l'être historique et la structure infraconsciente de l'homme, l'oblige. Par suite, cette théorie s'inscrit pleinement dans l'héritage du naturalisme moral, commencé à Épicure et se parachevant ici, si l'on en croit l'auteur. La morale sans obligation ni sanction se placerait en effet au terme du long et laborieux développement qui conduit au moment de la prise de conscience des instincts, à ce moment historique de prise de conscience et par suite de dissolution, puisque tout instinct tente à se détruire en devenant conscient, comme l'écrit Guyot contre Spencer. Cela signifie d'une part que nous avons affaire à une morale s'avançant avec l'idée de sa place dans l'histoire des mœurs et l'histoire de l'intelligence de ces mœurs. Une théorie des instincts vient en conséquence d'une certaine évolution des instincts. Elle y intervient aussi car ce n'est pas un geste anodin que celui qui place au grand jour, exprime, expose et délivre ce qui était préalablement engoncé, enchevêtré à des croyances et des dogmes, n'ayant gagné son importance et son expression que peu à peu. L'irréligion de l'avenir, en pensant l'histoire des religions, retrace cette histoire des instincts qui conduit ici et regarde au-delà. Et en effet, cette théorie ne peut être d'autre part qu'inquiète de l'avenir. Il y a certes de quoi s'inquiéter en cette fin du XIXe siècle, dans une France vaincue, dans un monde traversé par de nombreuses tensions. La lutte pour la vie a beau être diminuée par le progrès de l'évolution, écrit Guyot, qui a bien compris Darwin, elle reparaît dans certaines circonstances qui sont encore fréquentes de nos jours. Il y a donc de quoi être partagé entre deux sentiments. D'un côté, l'égoïsme a la capacité de paralyser les impulsions contraires s'il les aperçoit. De l'autre côté, seuls les instincts sociaux et les instincts de vie sont susceptibles de s'agréger d'autres tendances, y compris égoïstes, et de se placer au centre de la vie psychologique et morale. Cette capacité d'enveloppement des tendances séparatrices, voire mortifères, par les formes expansives, vives, les forces d'augmentation, dirons-nous, est l'une des thèses majeures de l'esquisse, où l'on voit que placé entre Schopenhauer et Nietzsche, ou encore entre Nietzsche et Freud, le darwinien Guyot fait entendre une voix sur ce point original.
D'après un programme annoncé dès la morale anglaise contemporaine et conformément à l'idée que la science, qui peut beaucoup, ne peut pas tout, il complète alors par un autre volet cette morale scientifique issue des faits qui constate dans l'histoire des hommes la cause et la fin de leurs actions. Toute la vie morale de l'homme moderne ne dépend pas du seul consentement réfléchi de l'intelligence aux tendances venues du tréfonds de l'être qui sait à la croisée de quel chemin l'agent moral pourrait se trouver. D'où la seconde partie de la morale, celle qui conseille et a son objectif dans un avenir encore indéterminé, qui nous lance une invitation à vivre dangereusement, à risquer notre vie dans l'action, notre pensée dans l'hypothèse métaphysique. C'est là plus encore que l'absence de contraintes déterminantes, la fameuse anomie, se révèle comme notre condition morale. Voilà, la vie désormais nous oblige, mais elle ne fait pas loi, raison pour laquelle tout est possible pour cette modernité, y compris, comme nous l'aurons appris, du XXe siècle, le pire. Le grand pan, Dieu nature, est mort. Jésus, Dieu humain, est mort. Reste le Dieu intérieur et idéal, le devoir qui est peut-être lui aussi destiné à mourir un jour. Il y a donc loin de certaines facilités ou faiblesses à l'audace d'une morale évolutionniste et laïque et aux inquiétudes sur lesquelles elle peut déboucher. Du côté de l'audace, nous placerons aussi bien l'idée de comportements déjà moraux chez les animaux, celle de degré de développement moral, le renouvellement aussi de la réflexion philosophique sur les sentiments moraux et sur la notion de sympathie, toute proposition impliquée dans une vaste philosophie de la vie. On aura compris qu'elle ne reconnaissait l'excellence morale ni dans l'obéissance à quelque impératif universel, ni dans la perfection d'un calcul des charges et avantages. Plus profonde peut-être, elle s'inquiète après d'autres de la qualité intérieure du sujet, aujourd'hui laissé à lui-même, privilège de temps terrible. Pour une telle éthique des vertus, ou plutôt d'une seule vertu de laquelle toutes dépendent, qu'on la nomme surabondante, fécondité ou amour, la question principale est alors celle du perfectionnement, car le progrès définitif ne peut guère venir que du dedans des êtres. Philippe Saltel.